Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de l'étude temporelle des systèmes du premier ordre. Dans cette vidéo, nous allons nous consacrer au circuit de base du premier ordre. Nous allons étudier le circuit résistance condensateur, le circuit résistance bobine, et nous ferons un exercice sur le circuit RC avec deux résistances. Nous étudierons uniquement ces circuits en réponse à un échelon. Je vous présenterai aussi le fonctionnement d'un système du premier ordre avec un signal carré, et nous ferons aussi un petit exercice dessus. Commençons tout d'abord par présenter le fonctionnement du circuit RC et le phénomène de charge d'un condensateur. Le but sur le circuit présenté est de déterminer l'équation différentielle avec les lois de l'électronique. Je vous rappelle la forme canonique de l'équation différentielle que nous avons présentée dans la première partie de cette phase de cours, c'est-à-dire l'entrée du système, multipliée éventuellement par un coefficient d'atténuation ou d'amplification, égale la sortie plus la constante de temps, multipliée par la dérivée de la sortie. Le but donc étant de déterminer ici l'équation différentielle de la sortie en tension US, en fonction bien entendu de l'entrée UE. Donc on va avoir E de T égale UE et S égale US. On peut écrire la loi des mailles, UE égale US plus RI, et la loi du condensateur, I égale C dUS sur dt. On peut injecter le I dans la loi des mailles et on obtient directement UE égale US plus RC d de US sur dt. Cette écriture est directement identifiable à la forme canonique de l'équation différentielle. Je vous rappelle qu'il faut que US soit multiplié par 1, ce qui est le cas. On identifie donc directement A, le facteur d'amplification ou d'atténuation égale 1, donc ici il n'y a ni amplification ni atténuation. Et la constante de temps τ égale RC, donc ça c'est à retenir que dans un circuit à base de résistance et de condensateur, la constante de temps est de la forme R fois C. Et on voit que des ohms fois des farads sont homogènes à des secondes. On peut réécrire la forme de la sortie en réponse à un échelon, donc par exemple UE égale grand E, une valeur constante en volts. Nous avons donc US égale S infini plus S0 moins S infini exponentielle moins T sur τ. Nous avions déterminé cette équation dans la partie 1. S0, c'est la condition initiale, donc on va poser S0 égale 0 volts, c'est-à-dire qu'avant le déclenchement de l'échelon, on peut considérer que le circuit est éteint, par exemple. Et puis S infini, c'est la valeur de la tension de sortie en régime permanent, donc ça va être la valeur de l'échelon grand E. On peut donc réécrire facilement l'équation de la tension de sortie comme étant égale à E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur τ. Nous allons maintenant tracer l'évolution de la tension et du courant dans le condensateur. L'entrée UE en échelon va prendre la valeur grand E à partir de T égale 0 et la tension US évolue de manière exponentielle d'un régime transitoire qui dure 5 τ vers un régime permanent US égale grand E. Nous retrouvons ici les phénomènes décrits dans la première partie. Nous pouvons nommer ce phénomène sur la tension US la charge du condensateur. En effet, pendant la durée du régime transitoire, le condensateur va progressivement accumuler des charges sur ses armatures avant d'atteindre sa charge complète sous tension grand E. On retrouve dans ce phénomène le fait que la tension borne d'un condensateur ne peut pas subir de discontinuité, c'est-à-dire qu'à l'instant T0+, juste après le déclenchement de l'échelon, la tension US garde la même valeur, ici égale à 0. On a donc US de 0+ égale US de 0-. Il n'y a pas de variation de cette tension au moment de l'échelon. La variation est progressive, comme le démontre l'équation que nous avons déterminée. On peut déterminer l'évolution du courant. Donc dans ce cas-là, on peut par exemple faire I égale UR sur grand R, et on peut aussi calculer I égale C d de US sur dt. Dans les deux cas, on va trouver que ce courant a pour équation grand E sur R exponentielle moins T sur τ. Si on trace cette fonction, nous nous rendons compte qu'à l'instant T égale 0, le courant lui subit une discontinuité. En effet, si pour T égale 0, UE prend la valeur grand E alors que US n'a pas bougé et garde la valeur 0 volts, on a bien d'un coup la tension UR qui va prendre la valeur grand E, donc le courant prend la valeur grand E sur R à l'instant T égale 0. Le courant subit donc une discontinuité. En électronique, on utilise ce circuit RC dans diverses applications et diverses fonctions, essentiellement en utilisant la fonctionnalité du régime transitoire, donc des circuits qui apportent un délai, un retard, par exemple pour réaliser des générateurs de signaux carrés, ou des temporisateurs qu'on appelle des monostables,
ou alors des détecteurs d'amplitude, qu'on appelle aussi détecteurs de crête. Lorsque nous aurons vu dans ces vidéos les composants supplémentaires qui permettent de réaliser ces fonctions, nous les étudierons. Nous allons maintenant parler du circuit RL et de l'établissement d'un courant dans une bobine. Dans ce circuit, nous associons une résistance et une bobine, et nous allons déterminer l'équation différentielle qui régit le courant I de T, c'est plus simple. Dans ce cas-là, les membres de l'équation différentielle seront homogènes à un courant. Nous pouvons écrire la loi d'Émail, toujours UE égale RI plus US, et la loi de la bobine, US égale L dI sur dt. On peut trouver l'équation différentielle UE égale R fois I plus L dI sur dt. On remarque ici que le facteur multiplicatif de I n'est pas égal à 1, mais est égal à R, et puis que devant la dérivée, on a uniquement l'inductance si on n'a pas quelque chose qui est homogène à un temps. Si on divise toute l'équation par R, on trouve UE sur R égale I plus L sur R dI sur dt. Ici, le facteur multiplicatif de I est égal à 1, et puis à gauche, nous avons une quantité qui est homogène à un courant. Si on modifie le circuit avec un générateur de courant, donc on fait une conversion Thevenin-Norton, eh bien on retrouve cette entrée UE sur R homogène à un courant. Et dans le membre de droite, on trouve exactement l'expression de la loi des nœuds. C'est une autre manière de déterminer cette équation différentielle. Dans ce cas-là, le facteur d'amplification ou d'atténuation est égal à 1. Le 1 sur R étant Siemens et n'est pas homogène à un facteur sans unité, il permet de rendre l'entrée homogène à un courant. On identifie la constante de temps, τ égale L sur R. Donc ça aussi c'est à retenir que dans un circuit résistance plus bobine, les constantes de temps sont de type L sur R, et que des henries divisées par des ohms sont homogènes à des secondes. Toujours pour la réponse à un échelon UE égale grand E, puisqu'on avait un générateur de tension au départ, on peut identifier l'équation I de T égale I infini plus I0 moins I infini exponentielle moins T sur τ. On peut poser que la condition initiale pour le courant I0 égale 0 A. On a pour I infini la valeur de l'échelon transformée en un courant, I infini égale E sur R. Et on obtient une équation qui devient maintenant un classique. On peut tracer les signaux en fonction du temps. On va trouver qu'après l'échelon, le courant va s'établir dans la bobine progressivement. Comme tout à l'heure, la tension s'établissait au bord du condensateur, cette fois-ci c'est le courant qui s'établit dans la bobine. Et le courant dans une bobine ne subit pas de discontinuité. On peut aussi déterminer l'équation qui régit la tension, il suffit de prendre la dérivée du courant, US égale L dI sur dt, on obtient E exponentielle moins T sur τ. On retrouve un fonctionnement dual par rapport au condensateur. Dans le cas présent, c'est la tension aux bornes de la bobine qui va subir une discontinuité. Et au moment de l'échelon, elle va directement prendre la valeur grand E, et puis lors du régime transitoire, elle va décroître pour atteindre une valeur nulle. La bobine étant un simple fil enroulé sur un noyau, il y a un cas de fonctionnement où la bobine est équivalente à un fil, la tension aux bornes d'un fil est égale à 0, et le courant prend une valeur continue égale à E sur R. Nous allons faire un exercice sur l'étude d'un circuit du premier ordre, résistance plus condensateur. Mais cette fois-ci, j'ai mis 2 résistances. L'objectif est de déterminer l'équation différentielle liant UE et US et d'identifier les paramètres. Vous avez le temps de mettre la vidéo en pause et d'y réfléchir. La solution la plus simple, c'est de déterminer un générateur équivalent de Thevenin en considérant que C est la charge. Je vous laisse vous référer à la vidéo sur le théorème de Thevenin pour avoir les détails de résolution. Pour déterminer ETH, on va mettre le circuit à vide. Si on fait ça, on se rend compte qu'il ne reste plus que des résistances. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut facilement appliquer le théorème de Thevenin dans ces conditions. Et on va faire un pont diviseur pour déterminer US0, qui est la valeur de ETH, R2 sur R1 plus R2 fois UE. Pour déterminer la résistance de Thevenin, étant donné qu'on a un générateur indépendant, nous pouvons mettre le circuit à vide et nous pouvons passiver UE. Nous obtenons RTH égale R1 parallèle à R2, donc R1 R2 sur R1 plus R2. En simplifiant le schéma d'origine avec le condensateur, on se ramène en fait au schéma de base. Et donc nous obtenons ETH égale US plus RTH fois C fois D de US sur DT. Et en remplaçant ETH et RTH par leur formule, on obtient cette équation. On peut directement identifier les paramètres. Dans le cas présent, on a un facteur d'atténuation sur UE qui est égal au pont diviseur de tension. Et on peut directement identifier la constante de temps devant la dérivée.
qui est égal à la mise en parallèle des résistances multipliée par le condensateur. Tout ça, je le rappelle, parce que le facteur multiplicatif de US est égal à 1. On voit ici l'intérêt et la puissance d'avoir une forme canonique d'équation différentielle, qui nous permettra de faire toute la suite de l'étude dans les mêmes conditions que précédemment, puisque l'équation s'écrit de la même manière. Je vais maintenant vous présenter le fonctionnement d'un système du premier ordre avec un signal carré en entrée, et nous ferons un petit exercice sur ça. Cette étude est un précurseur à l'étude des générateurs de signaux carrés. On peut considérer qu'un signal carré, c'est une succession périodique d'échelons, de morceaux d'échelons. Pour simplifier, j'ai pris le coefficient d'amplification égal à 1, on obtient l'équation différentielle générale, E de t égale S de t taux ds sur dt. Je rappelle l'équation générale en réponse à un échelon, et on va prendre comme condition initiale de départ que S de 0 égale 0. Pour le premier créneau, nous aurions S infini égale plus E. Si on laissait évoluer la tension de sortie comme pour un échelon standard, elle continuerait vers cette valeur plus E. Nous opérons une transition de la valeur plus E à la valeur moins E sur la tension d'entrée. Nous pouvons donc réécrire une nouvelle équation avec un nouveau point de départ qui était le point d'arrivée de la phase précédente. Et nous avons une évolution de la tension vers les valeurs négatives. À la prochaine transition, on réitère le processus avec un nouveau point de départ qui était le point d'arrivée de la phase précédente. Et ainsi de suite. On peut identifier sur cette évolution un régime transitoire global qui va faire évoluer les différentes phases exponentielles vers un fonctionnement en régime permanent global. Et on peut aussi observer les régimes transitoires locaux à l'intérieur de chaque créneau. Petit exercice sur ce système du premier ordre avec une entrée en signal carré. L'objectif est de déterminer les valeurs de S de t pour les premières transitions. Donc en fait, je vous demande de déterminer les valeurs de début et de fin de chaque évolution. On prend les mêmes conditions que précédemment, la valeur de départ est égale à 0 et l'amplification est égale à 1. De plus, on considère que la durée d'une phase de créneau, donc la demi-période, est égale à taux pour simplifier les calculs. Je vous laisse réfléchir. Dans la première phase pour E de t égale grand E, on a S de t égale S infini plus S0 moins S infini exponentielle moins t sur taux, on commencera à la connaître. On a S0 égale 0 et S infini égale plus E. On peut donc noter S de taux égale S1 égale E facteur de 1 moins exponentielle de moins 1, donc à peu près égal à 0,63 E. Ça c'est une valeur connue déjà depuis la première partie de cette série de 2 vidéos. Pour la deuxième phase, l'astuce, c'est de redémarrer le temps à 0 à cet endroit-là, afin de simplifier l'équation. On a toujours la même équation, mais le point de départ n'est plus S0, mais S1, et S infini égale moins E. On peut donc noter S de taux égale S2, et en arrivant au bout du calcul, on trouve à peu près moins 0,4 grand E. Troisième phase, on applique le même principe, on redémarre le temps à 0, on a le point de départ c'est S2, le point d'arrivée S infini c'est grand E, on note S de taux égale S3, et en arrivant au bout du calcul, on trouve à peu près que S3 égale 0,485 E, etc., etc. Pour un fonctionnement en générateur de signal carré, on considérerait le régime permanent global. Ainsi, sur une période du signal carré, le point de départ serait égal au point d'arrivée. Ça nous permet de calculer ces deux valeurs et de connaître avec précision les valeurs au niveau de la transition en régime permanent global. Voilà, cette deuxième partie sur l'étude des systèmes du premier ordre est terminée. Nous nous servirons de ces équations dans un futur plus ou moins proche pour étudier des systèmes de générateurs de signaux carrés, de monostables ou d'autres choses. Dans les prochaines vidéos, nous allons nous focaliser sur le régime sinusoïdal permanent et nous allons passer à l'étude des filtres du premier ordre. Portez-vous bien!